monstres marins terrifiants, équipage maudit et pirates stylés. Aujourd'hui, je vous parle d'une saga emblématique, Pirates des Caraïbes. Faut savoir que je suis une fan absolue de ces films et surtout des 3 premiers. Je suis désolée aux personnes qui préfèrent le 4 et le 5, mais sans Will Turner, c'est fade. Et si Pirates des Caraïbes est une saga aussi exceptionnelle, c'est parce qu'elle s'inspire de mythes et légendes qui nous fascinent depuis toujours et dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant d'embarquer à bord du Black Pearl ensemble, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez la culture et la mythologie. C'est parti moussaillon! Dans Pirates des Caraïbes, Calypso est présentée comme la déesse de la mer coincée dans le corps de Tchadalma, une femme qui a le don de ramener les morts à la vie, comme elle le fait avec Barbossa à la fin du 2e film. Bah figurez-vous que ce personnage est inspiré de la mythologie grecque. Et oui, Jenny! Oh bah super! Dans l'Odyssée d'Homère, Calypso est une nymphe des mers absolument magnifique et elle est aussi la fille du titan Atlas, celui qui porte la terre sur ses épaules. Elle est la reine de Ogidi, j'arrive pas à le dire, je suis désolée, mais c'est une île qui est extrêmement loin dans la mer. On raconte même qu'elle était située au bout du monde, et là ça va faire ding dans votre tête, parce que jusqu'au bout du monde, bah c'est le titre du 3e Pirates des Caraïbes. Alors je pense pas que ce soit inspiré de l'île de Calypso, si c'est le cas, GG à eux, c'est vraiment des génies. Par contre, ça rajoute un petit effet waouh. Bref, cette île est paumée, voilà, faut le dire à un moment donné, elle est tellement loin qu'il faut des semaines pour la rejoindre en partant de l'île la plus près. Mais Calypso adore y vivre, elle est entourée d'autres nymphes et passe ses journées dans une caverne exceptionnelle. Homère raconte dans l'Odyssée qu'elle est remplie de jardins, de fleurs et que c'est l'une des plus belles choses sur Terre. Un jour, Calypso remarque une silhouette sur le sable et décide d'aller voir qui c'est parce que vous imaginez bien qu'il n'y a personne qui vient sur son île vu le périple pour y aller. Et cette silhouette, c'est Ulysse, le héros de l'Odyssée qui s'est échoué sur l'île de Calypso après s'être pris une tempête puissance 1000 en pleine face. En fait, il a déclenché la colère de Poséidon, le dieu des océans, et c'est pas la chose la plus intelligente à faire quand tous tes déplacements se font par bateau. Et un jour, alors qu'une tempête se déclenche, son navire est pris dans les entrailles de Charybde, un monstre marin flippant au possible qui ressemble énormément au Kraken dans Pirates des Caraïbes, mais je vous en parle juste après. Malheureusement, son bateau et son équipage sombrent dans l'océan et il est l'un des seuls à être vivant parce qu'il a réussi à attraper un tronc d'arbre. Il accoste ensuite sur l'île de Calypso et pense qu'il va pouvoir reprendre sa route vers Ithaque, la ville dont il est le roi et où sa femme Pénélope l'attend depuis le début de la guerre de Troie. Ça fait un long moment déjà. Mais non, parce que même s'il vient d'échapper au chant des sirènes, à la magie de Circé et à la colère des cyclopes, bah l'épreuve qui l'attend maintenant est peut-être l'une des plus compliquées. Quand elle voit son visage, Calypso tombe instantanément folle amoureuse de lui. Mais quand je dis folle amoureuse, j'exagère pas du tout. Genre je l'imagine vraiment placarder des posters d'Ulysse partout dans sa caverne et aller courir acheter sa bague de fiançailles alors qu'ils se connaissent que depuis 2 minutes. On retrouve plusieurs versions de ce mythe. Dans certaines d'entre elles, Ulysse tombe sous le charme de Calypso et leur relation est réciproque. Dans d'autres versions, l'amour de Calypso est à sens unique et Ulysse ne tombera jamais amoureux d'elle. Ça fait un peu mal quand même. Mais elle a bien l'intention de le garder avec elle pour toujours sur son petit bout de paradis, donc elle lui demande d'oublier Ithaque et Pénélope. Et elle est tellement déterre qu'elle lui propose même de lui offrir l'immortalité pour qu'ils ne soient jamais séparés par la mort. Et la deuxième ding dans votre tête, une vie éternelle offerte par amour, bah c'est le destin de Davy Jones. Contre toute attente, Ulysse refuse l'immortalité et passe toutes ses journées à contempler l'horizon, les larmes aux yeux en pensant à Ithaque et à Pénélope. Keep a weather eye on the horizon. C'est ce que Will Turner répète plusieurs fois à Elizabeth Swann quand il devient capitaine du Hollandais volant pour qu'elle ne perde jamais espoir de le revoir un jour. Et c'est littéralement ce que fait Ulysse. Je sais pas vous, mais dès que j'entends cette phrase, mais je suis obligée de pleurer. Du coup là, je me retiens pour vous les gars, mais c'est pas facile. Hein. Tu pleures encore, Tiffany? Non, peut-être, mais c'est trop triste. Ulysse met 10 ans
à rentrer chez lui. 10 ans! Perso, j'aurais abandonné et j'aurais accepté d'être changé en petit cochon trop choupi par Circé. Et sur ces 10 années de voyage, il en passe 7 avec Calypso. C'est bon pour vous? 7, c'est énorme. Il exprime souvent la volonté de rentrer chez lui, mais Calypso est une déesse très puissante, et quand leurs deux volontés, à savoir s'unir pour Calypso et partir pour Ulysse, s'affrontent, c'est toujours Calypso qui a le dernier mot. Et un jour, Athéna, qui protège Ulysse depuis le début de son périple, le voit, encore une fois, s'asseoir sur un rocher et contempler l'horizon en pleurant, et là elle dit « ça suffit, stop ». Elle supporte plus de voir son petit protégé souffrir autant, donc elle va trouver Zeus et lui demande de faire quelque chose. Alors c'est horrible ce que je vais dire, mais ça se trouve, elle en avait juste marre de l'entendre pleurer. C'est possible, hein. Bref, Zeus envoie Hermès trouver Calypso et lui ordonner de laisser partir Ulysse. Ça suffit maintenant ma cocotte, je sais que t'as pas beaucoup de visiteurs, je suis bien au courant, mais le ptio là, il a un gosse et une femme, il doit rentrer chez lui, c'est tout. Il a évidemment pas dit ça comme ça, quoique on n'en sait rien en vrai, mais Calypso accepte et l'aide même à construire un radeau pour reprendre la mer et entamer la dernière étape de son odyssée. Ça, c'est le mythe grec et il est quasiment opposé à celui de Calypso et Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Déjà, leur amour est réciproque. Davy Jones est fou amoureux d'elle depuis le jour 1 et il a même accepté la mission de conduire les âmes des marins décédés en mer vers l'au-delà pendant 10 ans parce qu'il savait qu'en échange, il pourrait revenir sur Terre, la retrouver et avoir son happy ending avec Calypso. Mais comme la déesse grecque, Calypso est puissante et personnifie les océans qui sont imprévisibles et indomptables. Donc quand les 10 années s'écoulent et qu'il revient sur Terre, Calypso n'est pas là. Comme elle le dit si bien, c'est sa nature. Certains pensent même qu'elle a fait exprès de pas venir ce jour-là, comme ça Davy Jones serait obligé de rester sur les mers et donc indirectement il serait lié pour l'éternité. Mais vous connaissez la suite, il s'arrache le cœur pour ne plus rien ressentir, le met dans un coffre et le cache. Ce qui déclenche la colère de Calypso évidemment, qui maudit le navire ainsi que l'équipage. Et on apprend ensuite que Davy Jones a réuni le tribunal de la confrérie pour enfermer Calypso sous forme humaine et ainsi calmer les océans. Mais c'était pas une très bonne idée. Ils auraient pas pu s'envoyer un pigeon voyageur pour reprogrammer un nouveau date. Non, fallait vraiment qu'ils créent toute cette pagaille. Oui, parce que ça fait de super films et moi, j'adore. Et dernière petite chose, Calypso en grec ça signifie celle qui se cache. Et pendant la quasi-totalité des deuxième et troisième films, on ne sait pas que Tchadalma est en fait Calypso. Et je trouve ça fou parce qu'elle est littéralement cachée sous une enveloppe humaine, ce qui fait du coup référence à son prénom. Incroyable! Quand j'étais petite, j'étais terrorisée par Davy Jones. Je pouvais regarder que le premier film parce que ces tentacules dégueux là, me faisaient faire des cauchemars. Aujourd'hui, j'ai presque de la peine pour lui et je sais pas si c'est normal ou si je dois reprendre rendez-vous avec ma psy. Voilà. Plus sérieusement, Davy Jones est le méchant emblématique de la saga. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais il ne sort pas du chapeau magique des producteurs. C'est un mythe marin hyper connu qui vient en fait d'une expression anglaise. To be sent to Davy Jones' locker. En français, être envoyé dans l'antre de Davy Jones. Oui, je flex avec mes phrases en anglais depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je regarde tous les films en VO. La VF, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Désolée, du coup, en échange, vous avez le droit de vous moquer de mon accent pourri. Cette expression était utilisée lorsque des marins périssaient en mer, soit à cause de naufrage, soit parce qu'ils avaient perdu un combat, soit parce qu'ils s'étaient noyés. On disait qu'ils étaient envoyés dans l'antre de Davy Jones parce que dans l'imaginaire commun, ça fait référence au fond de la mer. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi Davy Jones et pas Gégé Dupont. Déjà parce que c'est plus stylé. Désolé à tous les Gégé, on vous aime, mais Davy Jones, c'est claque. Et ensuite, deux hypothèses se démarquent. L'une des premières mentions de ce nom nous vient du roman Les aventures de Peregrine Pickle de Tobias Smollett. Dans l'ouvrage, Davy Jones est présenté comme le monstre marin qui précède tous les autres, ce qui peut faire écho à notre poulpe préféré, mais son nom peut aussi venir d'un terme des Caraïbes, Davy, qui signifie fantôme et qui colle plutôt bien à l'expression l'antre de Davy Jones, puisqu'il recueille les marins décédés en mer, mais aussi au Davy Jones de la saga, puisqu'il a pour mission de transporter les âmes des défunts vers l'au-delà. Alors, je vais faire une mini comparaison avec un mythe grec parce que j'adore ça. Dans la mythologie, il y a un personnage qui est chargé de transporter les âmes des défunts vers le royaume d'Hadès,
Caron. C'est un petit vieillard qui se déplace sur sa barque et qui te prend à son bord seulement si t'as de quoi racler. Et si t'as pas d'argent, bah tu erres pour l'éternité sur les rivages du Styx. Donc pas fou comme programme, mieux vaut être prévoyant et cacher une petite pièce sous son matelas pour Caron. Mais du coup, ça vous rappelle pas le Davy Jones de Pirates des Caraïbes, ça? Lui aussi, il transporte les âmes, bon, sur un bateau beaucoup plus stylé, on est d'accord, mais quand même, et lui aussi, il te demande de racler. Soit tu meurs tout de suite et tu erres pour l'éternité, soit tu passes 100 ans sur le Hollandais volant. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé cette référence en écrivant la vidéo et j'ai eu un moment de révélation en mode « Mais dingue! Hasard de dingue !» Donc c'est sans doute mon interprétation à moi et pas forcément ce qu'ont voulu faire les réalisateurs, mais la ressemblance, elle est quand même assez frappante. En revanche, l'apparence de Davy Jones, elle est bien inspirée d'un personnage mythique, Cthulhu de Lovecraft. Alors, comment vous décrire Cthulhu? Pensez à un gentil petit poulpe. Maintenant, imaginez-le avec des tentacules de plusieurs mètres de long, une haleine horrible, des pinces énormes en guise de main, et vous obtenez le papa de Davy Jones. Plus sérieusement, il ressemble à ça, et on remarque assez vite que Pirates des Caraïbes s'est quand même largement inspiré de Cthulhu pour créer Davy Jones. C'est l'auteur américain Howard Philip Lovecraft qui l'invente en 1928 dans sa nouvelle L'appel de Cthulhu. Et une chose est sûre, il avait un max d'imagination le coco. J'imagine même pas ses cauchemars quand il était enfant, ça devait être horrible. Pour résumer, Davy Jones est un joli petit mélange de plein de légendes maritimes et c'est aussi le cas de son animal de compagnie. Un chien, un perroquet, un poisson rouge. Nope, le kraken. Impossible d'évoquer Davy Jones sans parler du Kraken, une créature maritime qui terrorise les marins et les enfants depuis des siècles. Dans la mythologie scandinave, le Kraken est un monstre marin qui a l'apparence d'un poulpe géant et dont le goûter préféré, c'est les navires remplis d'humains. Voilà. Moi, c'est les pépitos, lui, c'est la coque des bateaux. Chacun ses goûts, écoutez, on ne juge pas. On raconte qu'à l'origine, il n'avait pas l'apparence d'un poulpe, mais d'un crabe, et ensuite son mythe a évolué au fil des siècles. La partie où il répond à son maître Davy Jones qui l'appelle pour bouffer des bateaux est évidemment inventée par Disney. Le Kraken est une créature libre et indomptable qui n'attaque pas les bateaux par vengeance, mais juste parce qu'il a faim. Et des créatures qui lui ressemblent, il en existe plein. Alors, si vous avez peur des fonds marins, pas de panique, a priori il en existe plein dans la mythologie et pas dans la vraie vie. Enfin, j'espère. La mythologie grecque a aussi ses propres versions du Kraken, des créatures maritimes qu'on appelle Charybde et Scylla. J'ai déjà fait une vidéo sur leur mythe, je vous la mets dans le petit si vous voulez aller la voir après celle-ci, comme d'habitude. L'une a l'apparence d'un tourbillon mortel, l'autre est une sorte de bouche géante avec des dents de je sais pas combien de mètres de haut qui aspire tous les bateaux qui s'approchent de trop près et qui les recrache ensuite sous forme de carcasse. Et je trouve que le Kraken dans Pirates des Caraïbes, c'est un peu un mélange entre le mythe grec, le mythe scandinave, etc. Bon, on a évoqué Davy Jones, on a parlé de son Kraken de compagnie, mais on n'a pas encore évoqué son fidèle destrier, The Flying Dutchman. Ou le Hollandais volant en français. Ça va, j'ai dit que je préférais la VO. Place à la star des mers, le Hollandais volant, de son vrai nom, dit Vliegende Hollander en néerlandais. Mon accent était déjà pas fou en anglais, v'là que je me mets à parler néerlandais maintenant. Bref, encore une fois, le Hollandais volant n'a pas été inventé par la franchise, c'est un mythe qui existe en fait depuis des siècles et que je trouve incroyable. La légende daterait du XVIIe siècle et a connu plusieurs réinterprétations au fil des années. Le mythe du Hollandais volant fait référence à deux capitaines en fonction des versions, soit Barend Focht, soit Willem van der Decken. Le premier avait la réputation d'être laid à faire peur et c'est peut-être pour ça que le Davy Jones de Pirates des Caraïbes, il est pas hyper beau gosse, non. Dans la majorité des versions, le capitaine du Hollandais volant travaillait pour la Compagnie des Indes orientales, jusque-là rien d'anormal, mais la légende prend vie quand on se rend compte que le bateau est quand même vachement rapide pour l'époque. Il pouvait parcourir de très grandes distances en un temps record et aurait même relié l'Asie et l'Europe en moins de 3 mois, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Et comme ça sort des conventions et que personne n'arrive à expliquer cette rapidité, on commence à dire que c'est le diable en personne qui fait voler le bateau au-dessus de l'eau et que c'est pour ça qu'il arrive à aller aussi vite. D'où le nom Hollandais volant, parce qu'il vole.
hein, t'as compris quoi. Et un jour, alors qu'il est en expédition, le capitaine du bateau disparaît et plus personne ne l'a jamais revu. Le bateau est retrouvé vide et sans équipage à son bord et vous vous doutez bien que ça a renforcé les rumeurs de malédiction. Et de plus en plus de marins ont commencé à dire qu'ils auraient vu le bateau surgir de l'eau lors de tempêtes et à chaque fois sans capitaine. C'est hyper flippant, on est d'accord, je vais pas bien dormir ce soir. Surtout que le navire ne se montrait que pendant les tempêtes et ça donne quand même l'impression qu'il attendait que les marins décèdent en mer pour les prendre avec lui à son bord. Il existe une dernière version assez populaire de ce mythe. Alors que le bateau était pris dans une giga-tempête, le capitaine, qui était un marchand pour la Compagnie des Indes orientales, aurait refusé de mettre ses marins à l'abri parce qu'il voulait rentrer le plus rapidement possible et toucher plus de pépettes. Et comme si c'était pas suffisant, il aurait même provoqué Dieu en lui disant « Bah vas-y, coule mon bateau si t'en es capable !» Pas malin du tout ça, monsieur. Ça me semble être le b.a.-ba de pas faire le kéké dans ce genre de situation. Et ce qui devait arriver arriva, une voix s'élève et dit « Puisque tu aimes tant tourmenter tes marins, bah tu vas le faire pour l'éternité, parce qu'à partir de maintenant, tu es un esprit des mers, et ton bateau apportera le malheur à quiconque le verra. » Ce qui se rapproche un peu plus de la version qu'on connaît dans Pirates des Caraïbes, même si je pense personnellement que c'est plutôt inspiré de l'opéra de Wagner, qui s'appelle Le Vaisseau Fantôme. En gros, ça reprend la même légende, mais dans sa version, le capitaine est condamné à errer sur les mers pour l'éternité parce qu'il a provoqué le diable. Il a le droit d'accoster à terre tous les 7 ans et pourra être libéré de son sort seulement si une femme tombe amoureuse de lui. Et hop, nouveau ding dans votre tête. Ça ressemble pas mal à la malédiction de Davy Jones qui peut accoster à terre tous les 10 ans pour retrouver sa bien-aimée Calypso. Malheureusement, elle lui fout un giga lapin et il devient un antagoniste qui hait les humains et qui s'arrache littéralement le cœur pour ne plus rien ressentir. Voilà, on passe aux sirènes ? Les sirènes sont devenues super famous grâce au conte La Petite Sirène de Andersen et à sa revisite par Disney, mais leur mythe existe en fait depuis l'Antiquité. On les retrouve dans le 4e Pirates des Caraïbes alors que Jack Sparrow s'associe avec Barbe Noire pour retrouver la fontaine de Jouvence, dont on va parler dans la prochaine partie, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans le film, ils ont besoin de récupérer une larme de sirène pour accomplir le rituel qui activera la fontaine de Jouvence, et autant vous dire que c'était pas aussi simple que ce qu'ils pensaient. C'est pas d'Ariel et de son petit crabe dont s'inspire le film, mais bien des sirènes de la mythologie grecque et de la mythologie nordique, qui sont quand même beaucoup plus féroces. Dans la mythologie grecque, la première évocation des sirènes remonterait à l'Odyssée d'Homère. Il les décrit pas vraiment physiquement, mais au fil des siècles, elles prennent l'apparence de créatures mi-femmes, mi-oiseaux. Leur bas du corps était celui d'un petit poulet trop mignon, et leur haut du corps était celui d'une femme magnifique. Un mélange tapeur quand même, hein. Mais dans certaines versions, elles étaient en fait des suivantes de la déesse du printemps Perséphone. Et lorsque le dieu Hadès surgit des enfers pour capturer la déesse qui est aussi sa nièce au passage et en faire sa femme, elles n'ont pas réussi à la protéger malheureusement, et Déméter, la mère de Perséphone, l'échange en sirène en guise de punition. On raconte aussi qu'un jour, elles ont osé défier les muses, les déesses des arts dans la mythologie, parce qu'elles se trouvaient meilleures chanteuses et meilleures musiciennes qu'elles. Et si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez ce que je vais dire. Vous sentez la catastrophe arriver ou pas? Ça va devenir un running gag de mes vidéos, ça. Elles ont malheureusement perdu face aux muses qui demandent à avoir une couronne faite de leurs plumes en guise de punition. Et c'est pour ça que les sirènes sont incapables de voler dans certaines versions et qu'elles attendent juste les marins du haut de leur rocher. Elles vivaient au-dessus de la mer et chantaient leurs chants magnifiques quand elles voyaient un navire arriver pour attirer les marins et les manger. J'imagine pas la tête des marins quand ils débarquaient sur le rocher des sirènes en pensant trouver la femme de leur vie et qui voyaient des centaines et des centaines de cadavres et d'ossements partout par terre. Et c'est ce qui aurait pu arriver à Ulysse, le héros de l'Odyssée, si la magicienne Circé ne l'avait pas mis en garde par rapport aux sirènes. Du coup, quand son navire se rapproche de leur rocher, il fait couler de la cire dans les oreilles de ses marins et s'attache au mât du bateau pour pas être tenté par le chant des sirènes qui l'attendent comme ça avec des fourchettes. Et pour être sûr de pas craquer, à chaque fois qu'il demandera à être libéré, ces hommes auront l'obligation de les serrer encore plus fort
quitte à lui casser des côtes. Ça sera toujours mieux que de servir de casse-croûte aux sirènes. Dans la mythologie nordique, elles ont les mêmes pouvoirs, c'est surtout leur forme qui change, puisque ce sont des créatures mi-femmes, mi-poissons. Cette vision a été introduite au Moyen-Âge et est restée celle qu'on connaît le plus aujourd'hui. Mais il existe tellement de sirènes différentes en fonction des mythologies. On les retrouve dans le folklore japonais, coréen, anglais, germanique, c'est vraiment une figure super répandue. Et je trouve qu'elles sont très bien représentées dans Pirates des Caraïbes. Elles s'approchent d'abord de la barque et la première réaction, ce serait de se dire « Attends, on m'a menti là, elles sont super mignonnes, elles feraient pas de mal à une mouche !» Et c'est au moment où les pirates baissent leur garde qu'elles essaient de les manger. La question que je me pose, c'est est-ce que ça valait vraiment le coup de risquer de se faire croquer par les sirènes juste pour découvrir la fontaine de jouvence alors qu'on sait même pas si elle existe vraiment et ça se trouve c'est un giga mytho. On va vite le découvrir. J'aurais pu réunir ce mythe avec celui des sirènes parce qu'ils sont liés dans Pirates des Caraïbes, mais j'ai préféré en faire une mini partie séparée parce qu'en fait, dans la vraie vie, aucun rapport. Bref, une fontaine qui aurait le pouvoir d'offrir la jeunesse éternelle aux personnes qui s'y baignent ou qui en boivent l'eau, ça fait rêver. Donc c'est pas étonnant de retrouver ce mythe dans Pirates des Caraïbes, surtout quand on sait que Jack a longtemps hésité à devenir capitaine du Hollandais volant juste pour vivre éternellement. Dans le 4e film, cette fontaine prend aussi le nom de Aqua de Vida, qui signifie eau de vie, et le clin d'œil est trop cool parce que la fontaine de jouvence était aussi appelée la fontaine de vie. L'une des premières évocations de ce mythe provient, encore une fois, de la mythologie grecque. Alors, on n'a pas énormément de sources concernant ce mythe, mais on raconte que Jupiter, l'équivalent de Zeus chez les Grecs, aurait changé la nymphe Nauplie en fontaine ayant un pouvoir régénérateur. Junon, l'équivalent de Héra chez les Grecs, s'y baignait alors tous les ans, soit pour retrouver sa virginité, soit pour rester jeune. Et on retrouve un mythe similaire dans la mythologie nordique, celui de la fontaine de Mimir. Mimir, c'est le gardien de la source qui contient la sagesse et l'intelligence, et on raconte qu'il en buvait une gorgée tous les matins, ce qui en faisait l'homme le plus sage au monde. Yoda à côté, c'est un charlatan qui te lit des blagues carambars, voilà. Et même si cette source n'avait pas pour but d'offrir la vie éternelle, elle permettait aux personnes qui la buvaient d'acquérir la sagesse et l'intelligence absolue, ce qui peut être encore plus intéressant que l'immortalité. Dites-moi en commentaire si vous préférez être immortel ou avoir la connaissance absolue, ça m'intéresse. Comme Jack Sparrow, de nombreux explorateurs se sont mis en quête de la fontaine de jouvence et c'est le cas de Ponce de Leon, un vrai explorateur qui est aussi présent dans les films. Dans Pirates des Caraïbes, il est présenté comme celui qui aurait découvert la fontaine de jouvence. Faut savoir que cet homme a donc vraiment existé et qu'il a vraiment essayé de la trouver. Mais a priori, il n'a pas réussi parce que sinon, on aurait tous des pots de bébé. Par contre, il a découvert la Floride pendant son voyage. Alors, c'est moins stylé que la fontaine de jouvence, mais quand même, c'est une belle découverte. J'ai passé en revue les plus grands mythes dont s'inspire Pirates des Caraïbes. Alors, il en existe encore pas mal, mais j'ai décidé de me concentrer que sur cela parce que sinon la vidéo aurait fait 1 heure. Ce que j'aime énormément dans cette saga, c'est qu'elle s'appuie sur des légendes qui existent vraiment et les remixe à sa sauce et je trouve que c'est vraiment ça la beauté de la mythologie, pouvoir la réécrire et s'en inspirer à l'infini. J'aime aussi énormément Will Turner et les musiques de Hans Zimmer, mais je crois que c'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai adoré l'écrire et la filmer parce qu'elle réunit tout ce que j'aime, la mythologie, la culture pop et les pirates. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. On a passé la barre des 4000 abonnés, c'est complètement fou, je réalise pas. Merci à vous. Je vais pas faire les cœurs comme ça, moi. Allez, on se dit à très vite. Des bisous!